Dans l'optique d'obtenir une somme totale de plus de 600 milliards de francs CFA d'ici la fin de l'année 2024, le ministère de l'Économie et des Finances poursuit les doubles émissions. Ces émissions du ministère en charge du Trésor public ont cette fois-ci pour objectif d'obtenir un total de 35 milliards de francs CFA. La dite émission est constituée de bons attirés, BAT, et des bons d'obligations assimilables du Trésor, OAT. Dans les détails, les OAT d'un nominal de 10 000 francs CFA sont rémunérés à des taux annuels de 61,5% et 6,40% sur les maturités de 3 ans à 5 ans. En ce qui concerne les BAT, ils sont assortis d'un nominal d'1 million de francs CFA et de taux d'intérêt multiples sur une maturité de 182 jours. Notons que les fonds serviront au financement du budget d'exercice 2024 du gouvernement. Les maladies non transmissibles et plus particulièrement l'hypertension artérielle représentent à nos jours un immense fardeau à l'échelle planétaire. Elle constitue un problème majeur de santé publique dans les pays en développement. L'hypertension artérielle touche près de 40% de la population adulte en Afrique noire avec des taux plus élevés en milieu urbain. La maladie, qui correspond à une augmentation anormale de la pression du sang sur la paroi des artères, peut avoir de graves conséquences sur la santé de l'homme. Considérée comme le premier facteur de décès dans le monde, l'hypertension artérielle peut à long terme entraîner des maladies cardiaques, de l'insuffisance rénale et des accidents vasculaires cérébraux. Malheureusement, de nombreuses personnes souffrent de la maladie sans le savoir car elle ne présente souvent aucun symptôme. En ce jour du 17 mai, où la communauté internationale célèbre la journée mondiale de l'hypertension artérielle, l'OMS estime que c'est une pathologie chronique, d'où la nécessité de contrôler régulièrement sa tension et de pratiquer des activités sportives. Par ailleurs, afin de limiter la hausse de la tension, il est important de contrôler son alimentation en réduisant la consommation du sel, du sucre, entre autres. Depuis 2012, les experts de l'Organisation mondiale de la santé OMS ont mis à la disposition des professionnels de santé un outil permettant d'évaluer la qualité des soins dispensés aux mères, aux nouveau-nés et aux enfants. Cet outil est entré au Togo en 2019 et a servi à évaluer 2 centres de santé, l'hôpital de Baie et le CHR de Tchéviers. Récemment, cet outil a permis d'évaluer 8 autres centres de santé, parmi lesquels le CHU Kara, le CHR Atakpamé, le CHP Toun et l'hôpital d'Agounogbo. Au niveau général, dans les structures évaluées, on a noté des services ouverts 24 heures sur 24, la disponibilité de l'électricité, d'eau courante et de l'existence d'un mécanisme de gestion des déchets. Au niveau des soins maternels, ils sont globalement satisfaisants avec la mise en application des principes élémentaires. Même avec des difficultés de collecte de sang, certains centres disposent de banques de sang. Quant aux soins néonataux, le CHU Campus a été reconnu comme faisant mieux que les autres parce qu'ayant un plateau technique convenable. Parlant des soins pédiatriques, les cas graves dans les centres de santé évalués sont pris en charge immédiatement par des spécialistes en nutrition, en pneumonie et autres. Ainsi, le Togo compte évaluer les soins dans les centres de santé afin de définir les efforts à faire. Dans le but de dynamiser le secteur agricole et améliorer la production animale, le Togo intensifie ses efforts, offrant ainsi de meilleures perspectives aux acteurs du domaine. Des initiatives telles que l'amélioration génétique des races animales locales, l'introduction de races plus résistantes aux maladies et plus productives et la formation des éleveurs sur les pratiques modernes contribuent à cette progression. En effet, l'on peut noter des programmes d'amélioration génétique déployés pour choisir et élever des races animales plus performantes et mieux adaptées à leur environnement. Des races améliorées de bovins, de volailles, de chèvres et autres sont fréquemment introduites, caractérisées par leur résistance accrue aux maladies et leur production plus élevée de viande, de lait ou d'œufs.
En parallèle, l'accessibilité accrue aux intrants agricoles locaux favorise la santé et la production des animaux, tandis que les investissements dans les infrastructures vétérinaires telles que la construction de cliniques et de laboratoires renforcent la prévention des maladies. Notons que d'importants investissements sont effectués dans l'infrastructure vétérinaire. Des cliniques vétérinaires, des laboratoires d'analyse et des centres de vaccination sont construits et rénovés par les autorités, jouant un rôle crucial dans la prévention des maladies animales. La promotion de l'élevage durable et l'amélioration des infrastructures de commercialisation complètent ces efforts, stimulant ainsi la production. Selon les données officielles, la région des plateaux se distingue comme le principal contributeur avec plus de 15,3 millions de têtes produites en 2023, tandis que les savanes et la région centrale montrent également une évolution significative dans la production de volailles et d'autres animaux. Et le Rwanda allait donner. Après avoir bloqué l'exportation du pétrole nigérien la semaine dernière, le Bénin vient d'autoriser de manière ponctuelle et provisoire le premier navire à charger le brut nigérien sur la plateforme de Sémé. Cette autorisation fait ainsi suite à une lettre adressée par la douane nigérienne à l'administration béninoise. L'opération devrait démarrer ce jeudi et durer 36 heures. L'embarcation dispose d'une capacité de 130 000 tonnes de brut, soit 900 000 barils. Cotonou affirme donner ainsi la preuve de sa bonne foi dans un dossier qui empoisonne les relations entre les deux pays frères. Mais cette autorisation n'est pas encore le feu vert pour le démarrage des activités d'exploitation normale qui doivent se faire dans un cadre normal de relations d'État à État, affirment les autorités. Une réunion de comité inter-État de pilotage de projet Pipeline Export Niger-Bénin se tiendra prochainement. Réévaluer les relations avec la France et se diriger vers un rapport basé sur le respect mutuel. Voici l'une des ambitions affichées par le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko. Dans le cadre d'une conférence sur l'avenir des relations entre l'Afrique et l'Europe, le président du parti, le PASTEF, a exprimé son désaccord avec la politique que mènent certains pays européens sur le continent. Il a tout particulièrement indexé la France, qu'il accuse de vouloir maintenir des relations inégales, voire infantilisantes, particulièrement avec le Sénégal. La conférence, qui a eu lieu dans un amphithéâtre de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, s'est tenue en présence de Jean-Luc Mélenchon, leader du parti français de gauche La France Insoumise, avec qui le PASTEF partage de nombreux points communs. Devant une salle remplie et acquise à sa cause, Ousmane Sonko a présenté sa vision d'une relation Europe-Afrique et plus particulièrement France-Sénégal, plus saine et plus transparente. Faute d'avoir obtenu les parrainages nécessaires, l'ancien président mauritanien, Mohamed Ould Abdelaziz, ne pourra pas se présenter à la prochaine élection. Chef de l'État de 2009 à 2019, il a été condamné en 2023 à 5 ans de prison ferme pour enrichissement illicite. Une condamnation qui n'a pourtant pas freiné ses ambitions politiques. Après l'annonce du rejet de sa candidature, le camp de l'ancien président a dénoncé ce qu'il qualifie de blocage voulu par un pouvoir antidémocratique. Parmi les 8 candidats ayant pu déposer leur dossier figure l'actuel chef de l'État, Mohamed Ould El Ghazouani. Après la fermeture des dépôts de dossiers, les candidatures doivent à présent être validées par le Conseil constitutionnel. Au Tchad, le Conseil constitutionnel a validé jeudi l'élection du président de transition Mahamat Idriss Déby lors du scrutin du 6 mai dernier. Le général qui vient de fêter ses 40 ans obtient 61,03% des suffrages exprimés contre 18,54% pour son premier ministre Succès Masra et 16,93% pour Albert Payini Padaké. Le Conseil rejette ainsi le recours en annulation déposé juste après les résultats provisoires par les 2 principaux adversaires de Déby, qui après plusieurs reports aura obtenu ces élections, surtout avec un taux de participation de 75,78%. Le président légitime alors son pouvoir acquis à la mort de son père, le président Idriss Déby, sur la ligne de front en 2021.
Succès Masra était quant à lui rentré d'exil, puis nommé Premier ministre à la suite de négociations quelques mois avant les élections. Il avait proclamé sa victoire et indiqué que les résultats avaient été manipulés par l'Agence nationale de gestion des élections. Après près de 2 semaines de recherche, l'opération de sauvetage visant à retrouver les ouvriers piégés dans les décombres d'un immeuble effondré le 6 mai dans la ville de George en Afrique du Sud prend fin. Les autorités ont annoncé la fin des recherches des survivants alors que 19 personnes sont toujours portées disparues. L'effondrement de l'immeuble résidentiel de 5 étages en construction a causé la mort d'au moins 33 personnes. Il s'agit de l'un des pires effondrements d'immeubles en Afrique du Sud. Les autorités indiquent qu'il y avait une 60aine de travailleurs sur le site lorsque le bâtiment s'est effondré. 29 survivants ont été extraits des décombres. Certains d'entre eux sont toujours hospitalisés. L'opération de sauvetage aura mobilisé plus de 600 membres des services d'urgence et d'autres personnels. La cause de l'effondrement n'a pas encore été établie, mais le bâtiment sera confié au département national de l'emploi et du travail qui mènera une enquête permettant de déterminer l'origine de la tragédie. La situation au Soudan est de plus en plus critique avec une généralisation des souffrances et des violences. Les tensions entre les forces militaires et paramilitaires qui ont dégénéré en conflit en avril 2023 ont fait plus de 14 000 morts et 33 000 blessés. Les forces de soutien rapide contrôlent la majeure partie du Darfour et assiègent la capitale Al-Fasher. Après un an de conflit, le peuple soudanais est pris au piège d'un enfer de violence brutale. La famine approche, les maladies approchent, les combats approchent et on ne voit pas la fin. À seulement 6 semaines du début de la période de soudure, la situation est critique. Des fonds supplémentaires sont nécessaires de toute urgence pour faire face à l'escalade de la crise. Je pense que partout il faut protéger les civils. Il ne fait aucun doute que c'est un problème sérieux, notamment en ce qui concerne Al-Fasher, où les combats font rage. Mais nous avons également besoin d'un meilleur accès. Vous savez que sur les 18 millions de personnes que nous estimons en situation d'insécurité alimentaire aiguë, nous ne parvenons à atteindre que 25 à 30% d'entre elles. Et parmi les personnes souffrant d'insécurité alimentaire les plus graves, nous n'atteignons même pas ce chiffre. Nous avons donc réellement besoin d'un changement de paradigme et d'un changement radical du niveau d'accès à ces personnes. Sinon, nous assisterons à une catastrophe ici au Soudan. Malgré l'urgence de la situation, l'appel humanitaire de 2,7 milliards de dollars de l'ONU destiné à aider près de 15 millions de Soudanais n'est financé jusqu'à présent qu'à 12%.